Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Attends, du coup, je me débranche, pardon. C'est bon. Donc 1 an et demi après la fin de l'affaire au civil à New York, moi j'ai quitté New York pour m'installer à Beyrouth au Liban. J'avais envie de changer d'air et j'avais envie de me confronter à des sujets qui me paraissaient à l'époque des sujets plus sérieux. Moi j'avais l'impression que l'affaire DSK c'était futile. J'étais pas consciente à ce moment-là du poids, de la gravité qui était sous-jacente à cette affaire. C'était du showbiz, quoi. Oui, c'était du scandale, en fait. Moi, j'ai quitté New York au printemps 2013, mais toi, t'es restée. Oui, moi, je suis restée en faisant le même métier, mais pas très longtemps. C'était vraiment une année où il s'est passé énormément de choses. Il y avait eu donc les 10 ans du 11 septembre, il y a eu les élections, il y a eu Occupy Wall Street. Mais moi, la dernière fois que j'ai fait du news, c'est 1 an et demi plus tard. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était à la tuerie de Sandy Hook à Newtown dans le Connecticut. C'était donc un tueur adolescent qui a tué 23 ou 24 enfants dans une école maternelle. Et j'étais heureusement avec un journaliste expérimenté des JT qui savait que le 3e jour, on allait avoir la liste des parents, on allait nous demander d'aller à la recherche des victimes. Et moi, je veux pas le faire. Et donc, j'ai dit, moi non plus, je veux pas le faire. Et donc, on est parti. Voilà. Et je me suis plutôt dirigée vers le documentaire et le journalisme culturel. Et je me suis vraiment épanouie là-dedans. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et c'est tout l'inverse, en fait, de ce qu'on a pu faire sur l'affaire DSK. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez ? Attendez, hop. Ah pardon, il va falloir recommencer. On se rend en direct à New York y retrouver notre correspondante, Marine Pradel. Bonsoir. Okay, so Should I look at you? look at me. Je peux vous poser une question? Non. Non, vraiment pas? Is TV all on? Everybody's on? C'est la nouvelle adresse très surveillée de Dominique Strauss-Kahn. Et alors cette ultime tentative des avocats de Nafissatou Diallo pour reprendre la main... L'affaire DSK, c'était il y a bientôt 13 ans. Et ça a sans doute eu des répercussions sur nos choix de carrière après coup. Mais c'est seulement en préparant ce podcast qu'on a réalisé à quel point on a changé pendant ces 13 ans. À quel point on ne pense plus pareil. On ne réagit plus pareil. Et pas seulement en tant que journaliste, mais en tant que personne. Parce que comme le reste du monde, on a été changé par la vague MeToo, un mouvement né en 2017 et qui continue de déferler sur le monde. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment l'affaire du Sofitel s'inscrit dans la grande histoire de MeToo. Quels ingrédients manquaient pour qu'elle déclenche une vague mondiale ? Et aussi en quoi cette affaire DSK a préparé le terrain et suffisamment marqué les esprits de l'époque pour que 6 ans plus tard, la colère des femmes se fasse enfin entendre. Je suis Anne-Cécile Genre. Je suis Marine Pradel. Vous écoutez Shame on You, chapitre 8, Héritage. On l'ignore au moment de l'affaire du Sofitel, mais ces 2 mots, MeToo, une femme les a déjà prononcés et conceptualisés, bien avant 2017. Elle a pris la mesure de leur incroyable force pour libérer la parole des victimes d'agression. Et c'était plus de 10 ans avant l'affaire DSK. We ready to roll? Yes. Okay. All right. You're not as yet as well. Vous n'êtes pas encore, aussi connu en Europe qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer qui vous êtes et ce que vous faites? I'm Tarana Burke, the founder of the Me Too movement. Je m'appelle Tarana Burke, je suis la fondatrice du mouvement MeToo et je dirige MeToo International, qui est l'organisation qui a été créée pour porter les avancées du mouvement. Thank you, Tanara, for doing this. Oh, sorry. It's okay. Tarana Burke est une travailleuse sociale afro-américaine originaire du Bronx, à New York. English is not their first language. Elle a subi des abus sexuels à l'âge de 7 ans et comme beaucoup de victimes, elle a tout fait pour oublier. Elle n'a pas mis de mots dessus. Jusqu'à un jour d'été, au milieu des années 90,
Elle travaille alors pour une fondation qui aide les adolescents noirs américains issus de milieux modestes, notamment à travers l'organisation de camps d'été. Je travaillais là-bas, donc j'avais 22 ans, et j'ai rencontré une petite fille qui s'appelait Heaven. C'était son premier camp d'été. C'était une petite fille adorable qui s'est tout de suite accrochée à moi. Si vous avez déjà un jour travaillé avec des ados, vous voyez exactement de quoi je parle. Il y a toujours ce gamin qui est là comme un peu le vôtre, avec qui le courant passe. Et ben voilà, là c'était elle. Et donc à un moment, pendant le camp d'été, on devait être aux 3/4 du séjour, il y avait toujours des sessions qu'on appelait de frère à frère et de sœur à sœur. Tous les enfants se retrouvaient ensemble, c'était un peu comme dans un confessionnal, et les filles s'autorisaient à parler de tout. La plupart du temps, c'était des conversations qui tournaient autour des garçons, des conseils dans leur relation avec les garçons, des trucs de filles, entre guillemets. Mais parfois, cela arrivait que cela dérive vers des récits de violences sexuelles. Moi, ça, je ne m'en mêlais jamais quand ce genre de témoignage sortait, parce qu'à cette époque-là, j'avais encore beaucoup de mal à accepter mon propre passif de survivante de violences sexuelles. Je voulais pas trop en entendre parler. Donc, je m'arrangeais pour que d'autres encadrants s'occupent de ces sessions. Et je suis arrivée, quand la session avait déjà commencé, j'ai aperçu Heaven dans la pièce, et j'ai vu que ça n'allait pas. Mais j'ai fait genre, je suis là pour surveiller que tout se déroule comme il faut, et je suis partie. Et le lendemain, dès qu'elle m'a vue, elle a foncé vers moi. « Miss Tarana, il faut que je vous parle. Miss Tarana, il faut que je vous parle. » Et je lui ai dit, « Je dois y aller, je peux pas là, je reviens bientôt. » Et cela recommence. 3 ou 4 fois, je me retrouve à fuir littéralement face à cette gamine. Et à un moment, elle m'a un peu coincée, et elle m'a dit, « Il faut que je vous parle maintenant. » J'ai le cœur qui se met à battre hyper fort, rien que de le raconter aujourd'hui. Il faut que je vous dise un truc. Et moi j'étais là, je savais ce que j'allais entendre. Et elle me dit, c'est à propos de mon beau-père. Et elle est partie tête baissée dans son histoire. Son beau-père lui avait fait des choses. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Et moi, je l'ai arrêté net. À l'époque, on était 3 à gérer l'organisation. Et il y avait cette autre organisatrice qui s'appelait Malika. Et j'ai dit à Heaven, je t'arrête, je vais te confier à Miss Malika, ici, elle est bien meilleure que moi pour ce genre de choses. Je ne voulais pas du tout être confrontée à ça. Et je me sentais si mal, parce que je savais que j'avais tort. J'avais tellement tort. Et donc, il fallait que je me forme. Il fallait que je commence par faire face à ma propre histoire, mon propre trauma. Je m'étais jamais dit « MeToo », moi aussi, à moi-même. Je n'avais jamais fait de travail sérieux là-dessus. Ce qu'elle me disait, c'était juste beaucoup trop familier, trop proche de ce qui m'était arrivé enfant. C'était trop. J'avais cette fille de 12-13 ans en face de moi, et elle ne s'en rendait pas compte. Mais elle était là en face de moi et elle parvenait à mettre des mots sur ce qui lui était arrivé quand moi j'étais encore incapable de me l'avouer à moi-même alors que j'avais 22 ans. Et ça a été le moment de bascule. C'est là que tout a basculé. Tarana Burke prend alors conscience que ces 2 mots, « MeToo », lui ont manqué pour être capable d'écouter la jeune fille en difficulté. Elle change sa méthode de travail et pose désormais la question aux adolescentes. Si toi aussi tu as été victime d'abus, écris « MeToo » sur la feuille en face de toi. À la fin de la session, Tarana Burke ramasse les papiers et elle constate l'ampleur du phénomène. MeToo figure sur plus de la moitié des papiers. Elle crée une association du nom de MeToo et développe des outils méthodologiques pour libérer la parole des victimes dans les communautés où elle travaille. D'abord en Alabama, puis en Pennsylvanie. C'est là, dans cet état frontalier de l'État de New York où elle a grandi, qu'elle est en poste en 2011, au moment où éclate l'affaire du Sofitel. Avant tout ça, j'avais travaillé aussi comme coordinatrice de mouvements civils contre les violences policières et les discriminations policières à l'encontre des personnes de couleur.
prior to this. So I was used to... Donc j'étais assez habituée, surtout à New York, à un système policier qui ne cherchait pas toujours à rendre la justice, surtout dans les cas qui concernaient des gens de la même couleur de peau que moi, face à des policiers ou face à n'importe qui d'autre d'ailleurs. Alors, en tant que femme noire, Tarana Burke suit de près le sort réservé à Nafissatou Diallo. So it would have been a shock. Donc moi, je m'attendais pas du tout à ce que la justice vole à son secours. Quand il a été arrêté, je me souviens d'avoir été hyper surprise. Et puis, quand les charges ont été abandonnées, à l'inverse, je me souviens que je n'ai pas été surprise du tout. Comment vous expliquez, alors même qu'elle a appelé la police tout de suite, comment vous expliquez qu'elle n'ait pas été crue? She was believed. It was a decision made. I don't think there's anything to explain. Je crois que ça se passe d'explications. Je pense que cette femme a été crue. Le rape kit, les prélèvements médico-légaux étaient là. Les gens ont cru que ça lui était arrivé. L'arrestation a eu lieu. Et c'est ensuite qu'un choix a été fait, celui de ne plus la croire. Ce qui est triste dans cette affaire, c'est qu'elle a été crue et qu'elle a fait entre guillemets tout bien, tout ce qu'on vous dit de faire. Elle s'est débattue, elle s'est soumise aux prélèvements médico-légaux, elle a fait sa déposition à la police tout de suite, elle a fait tout ce qu'ils vous disent de faire. Et d'ailleurs c'est triste parce que c'est le respect ou non de ce protocole qui va faire de vous ou non une bonne victime. Et c'est désolant parce que, vous voyez, vous pouvez tout bien faire et puis à un moment, quelqu'un décide que vous n'êtes plus crédible et tout s'effondre. Tarana Burke en a fait l'expérience toute sa vie. La parole de certaines femmes est plus audible que d'autres. Plus sa peau était foncée, plus elle était pauvre, plus vous empiliez de couches de vulnérabilité là-dessus, moins elle avait de chance. Et quand, au final, vous vous retrouviez avec femme noire, immigrée, pauvre, mère célibataire, tout cela cumulé, ses chances étaient nulles. C'était tout simplement impossible. Mais j'ose dire que même si elle avait été une femme blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, elle n'aurait probablement eu aucune chance non plus. Elle aurait bénéficié de plus de sympathie, d'empathie, et cela aurait peut-être fait pencher la balance un peu plus en sa faveur. Les médias auraient réagi différemment, et l'histoire aurait pris une tournure différente. En fait, elle aurait pu venir de n'importe où. Elle n'aurait eu aucune chance face à un homme riche, blanc, qui était à la tête du FMI. On peut rebattre les cartes, regarder ses données démographiques de 100 façons différentes. Honnêtement, elle n'aurait eu aucune chance. En 2017, Tarana Burke voit le hashtag MeToo faire le tour du monde. Mais les gens qui l'utilisent ignorent encore son travail de terrain autour de ces deux mots. My work was about and continues to be about healing and action. Pendant tout ce temps où je faisais ce travail de terrain, j'essayais d'obtenir des fonds. J'essayais de créer un mouvement. Mais ces thèmes-là n'intéressaient pas les gens. And trying to elevate it to movement, that wasn't important to people. Et puis un jour, quand les femmes blanches ont dit « on a besoin de ça », alors tout le monde a dit « mais oui, un mouvement, voilà ce dont on a besoin. T'as raison, tout le monde devrait en parler. Pourquoi ne pas simplement en parler ?» C'est si simple, on peut simplement dire « MeToo ». C'est si simple, non ? Et moi je dis tout le temps « MeToo est un outil, soit pour lancer la conversation, soit c'est la conversation et elle peut tenir en seulement 2 mots. » Et les gens ont dit « c'est du génie ». Et tout d'un coup, cela s'est répandu comme une traînée de poudre parce que finalement c'était tellement simple pour les gens. Ce qui est beau, c'est que ce mouvement ne cesse de se multiplier, de s'étendre et de croître. Et ça vient de moi, mais ça vient des autres aussi. Et je suis très heureuse et très fière d'en être, en quelque sorte, la conservatrice et d'essayer de continuer à porter ce mouvement. Depuis, Tarana Burke a été reconnue à sa juste valeur. Elle donne des conférences aux côtés des actrices qui ont fait connaître le mouvement MeToo et partage son histoire dans un livre, Unbound, paru en 2021, devenu un best-seller aux États-Unis. Oui, bonjour, on a rendez-vous avec Lénaïque Bredou, on est des journalistes. Merci.
Lénaïque Bredou est journaliste à Mediapart. C'est responsable éditorial aux questions de genre. Et maintenant, je cumule responsable éditorial aux questions de genre et co-directrice éditoriale. Pour elle aussi, l'affaire DSK est un tournant dans sa carrière de journaliste. Tu es prêt, toi, Théo ? Ouais. Génial. Lénaïque, vous étiez journaliste au moment de l'affaire DSK. Je suis arrivée 6 mois avant à Mediapart, à peu près, pour donc rejoindre le service politique en charge des gauches en binôme avec Stéphane Aliès à l'époque. Ça faisait plusieurs mois que j'avais fait des papiers sur comment le PS gérait les affaires de violence sexuelle. Et ce qui se trouve qu'au tout début, quand je suis arrivée à Mediapart, Stéphane Aliès, mon collègue, m'a dit il y a une grosse mobilisation de féministes avec Oser le féminisme, de militantes qui sont issues ou proches du Parti socialiste et qui se revendiquent comme telles, qui veulent construire une carrière politique aussi sur la question du féminisme. C'est nouveau, c'est intéressant. C'est comme ça que j'avais rencontré Caroline Dehaas, c'est comme ça que j'avais rencontré Marine Baldec à l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui m'avait dit, oui, elles sont bien mignonnes, en gros, ces féministes proches du Parti socialiste, mais dans leur rang, elles ont des élus condamnés pour violences sexuelles et jamais exclus. Donc j'avais fait une série de papiers sur ce sujet. Donc quand arrive l'affaire DSK, ça s'intègre pour moi, en fait, dans ce calendrier-là, et je me souviens très bien de m'être dit, l'enjeu va être de montrer que c'est une affaire de violence sexuelle, car les premiers échanges dans les discussions avec la direction, quand on s'appelle au téléphone, sont aussi, comme tout le reste de la presse, sur est-ce que c'est pas une affaire de règlement de compte politique, immédiatement, en fait, sur est-ce que c'est pas un complot, c'est quand même dingue, et sur la frontière, dans les mots qu'on utilise à l'époque, à mon avis, pas très clair sur ce qui relève de la vie privée, ce qui relève de coucherie, d'adultère, de pratiques sexuelles, et ce qui relève de violences sexuelles. Donc ça, je me souviens, moi, d'avoir dit, c'est une affaire d'accusation de viol, d'avoir déjà été dans cette discussion, mais énoncé moins clairement collectivement que ce serait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensiez à l'époque, devant la façon dont était traitée Nafissatou Diallo ? Pour moi, c'est un des trucs les plus honteux que j'ai jamais vu, le traitement de cette femme. C'est incroyable. C'est-à-dire, elle est celle par qui le problème est arrivé. Celle par qui ça déraille, en fait. Dans le bruit dominant de la presse, etc., il y a l'idée que, Nicolas Sarkozy, fin de règne, il va falloir que ce quinquennat s'arrête. Et donc, clairement, il a la cote, quoi. Dominique Strauss-Kahn, dans beaucoup de titres de presse, en tout cas dans le traitement, est globalement très favorable. Et là, tout d'un coup, ça déraille. Franchement, pourquoi ? Pour des histoires de bonnes femmes. Est-ce qu'on pourrait pas quand même finalement parler des vrais problèmes, des trucs beaucoup plus nobles, comme les flux économiques entre le Nord et le Sud, quand on est directeur général du FMI. Vraiment, c'est hyper fort comme sentiment. Il est évident que l'affaire DSK serait pas du tout traitée de la même manière aujourd'hui. Là, je dis ça, c'est une intuition, mais je ne pense pas que, hormis dans des milieux qui ont un peu réfléchi sur la question féministe ou qu'on fait ce parcours critique de réflexion sur cette affaire, comme le travail que vous faites, je ne pense pas que cette affaire soit revisitée dans l'imaginaire collectif. Je suis pas du tout certaine. Je suis pas du tout certaine qu'aujourd'hui, l'image de Nafissatou Diallo soit très différente de ce qu'elle était à l'époque. Qu'est-ce qui se passerait si l'affaire DSK arrivait aujourd'hui ? On ne peut pas faire de journalisme fiction, mais on pense qu'il y a une phrase qu'on a beaucoup entendue en 2011 et qu'on entendrait probablement moins. Cette phrase que Lénaïque Bredou entend à chaque rencontre avec les responsables du Parti socialiste à l'époque. Tout le monde savait. Pour moi, ça a été vraiment un déclic dans ma tête. Qu'est-ce qu'on sait ? De quoi on parle ? En fait, personne ne sait de quoi on parle dans ce « tout le monde savait ». En fait, ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, c'est qu'il a un problème avec les femmes. Mais ce problème-là est pour eux un problème de gestion d'image, de gestion de réputation, de risque réputationnel. C'est-à-dire, en gros, de se retrouver avec des photos volées avec je sais pas quelle maîtresse ou avec dans des soirées libertines et que quand même c'est compliqué politiquement à gérer si on veut présider la France. Et que ce problème avec les femmes, parfois, est plus ou moins porté avec force, mais globalement, les mots de violence sexiste et sexuelle ne sont jamais prononcés. Même quand on dit qu'il est insistant, on dit pas qu'il est insistant. On dit qu'il est dragueur, que c'est un dragueur impénitent, etc. On ne nomme pas bien les choses, donc ça contribue à invisibiliser, à ne pas en parler, à dire que ça n'existe pas. Voilà, donc déjà évidemment en 2011, on ne parle pas de violence sexiste et sexuelle, y compris dans Mediapart. En tout cas pas en titre, ça n'existe pas en titre de rubrique, ce qui est le cas aujourd'hui par exemple, en mots-clés, voilà. À l'époque, c'est un terme qui est perçu comme trop militant ou comme étant un peu trash, quoi.
Maintenant, tout le monde utilise ce mot. Au moment où nous, on galérait à trouver un angle original à New York, Lénaïque Bredou sort une interview d'Anne Mansouret, la mère de Tristan Banon et élue socialiste, le 19 mai 2011, soit 4 jours après l'arrestation de DSK. Puis une enquête sur le manque de réaction du Parti socialiste après les alertes de plusieurs élus, dont la même Anne Mansouret. Et, comme vous l'avez appris avec nous dans le chapitre 3, Aurélie Filippetti. C'est la première fois dans la carrière de Lénaïque Bredou que la publication d'un de ses articles a comme conséquence l'ouverture d'une enquête de police. De voir en fait très concrètement qu'un article, un papier conduit potentiellement à des suites policières, judiciaires. Enfin voilà, Stéphane Le Foll, qui était cité dans l'article que j'avais fait, m'avait appelé en me disant que c'était sur la base de cet article qu'il avait été interrogé par les policiers. Alors, ça m'avait fait tout à fait personnel, hein, marqué sur à quoi sert le journalisme en fait, les conséquences que ça a et la responsabilité qu'on a comme journaliste. Lénaïque Bredou se spécialise progressivement dans les violences sexistes et sexuelles, tout en restant journaliste politique. En 2016, une de ses enquêtes provoque la démission de Denis Baupin. Isabelle Attard dit avoir reçu des dizaines de SMS salaces. Député Europe Écologie Les Verts et à ce moment-là, vice-président de l'Assemblée nationale, après les plaintes simultanées de 4 femmes, élues locales et cadres du Parti écologiste. Plusieurs organisations féministes appellent à la démission de Denis Baupin, mais Denis Baupin contre-attaque en justice. Il vient de déposer plainte pour diffamation contre France Inter et Mediapart, les 2 médias qui ont révélé les témoignages. La journaliste inaugure une méthode de recueillement des témoignages qu'elle affine depuis reportage après reportage et qui place la parole des victimes présumées au cœur de l'enquête. Avoir plusieurs témoignages conforte les enquêtes. Ça, c'est un point important. Et l'autre chose aussi, c'est que très souvent, les personnes qui sont victimes disent qu'elles ne veulent pas y aller toutes seules. Elles ne veulent pas que leur affaire soit médiatisée si elles sont seules. Parce qu'elles pensent, probablement à juste titre, que si elles sont seules, on ne va pas les croire, que leur parole ne sera pas entendue. Et c'est vrai que parfois, le risque, c'est sinon de faire un truc parole contre parole, comme on dit parfois, face à face, qui serait peu convaincant. En fait, très souvent, les victimes sont en recherche d'un collectif, d'une solidarité, pour ne pas vivre ce qu'a vécu Nafissatou Diallo. Genre moi, ça m'est déjà arrivé dans des enquêtes qui me disent « Vous vous rappelez Nafissatou Diallo, nanana, moi jamais je vis ça, etc. » Là, je parle pour des personnes qui portent plainte ou qui veulent témoigner sur des personnes célèbres. On a l'impression, et encore une fois, je pense un peu à juste titre, qu'elles ne vont pas faire le poids, que c'est des personnalités puissantes qui ont des gros cabinets d'avocats qui travaillent pour elles, qui ont des espaces médiatiques et une aisance médiatique qu'elles n'auront jamais. Enfin, et ça, c'est vraiment, vraiment très important. On a très souvent ça. D'ailleurs, moi, la première enquête que j'ai bouclée sur ce sujet, donc c'était en 2016, c'est exactement ça qui s'est produit. C'est-à-dire que le premier témoignage qu'on a recueilli, la condition posée à sa révélation, était le fait qu'on en trouve d'autres. Elle est là, la place de Nafissatou Diallo dans l'histoire de MeToo. Elle incarne ce que d'autres femmes ne veulent pas vivre. Et son histoire les incite à se protéger, en parlant non plus toute seule, mais en groupe. Harvey Weinstein passait du statut de producteur incontournable à celui de prédateur sexuel. Une déchéance rendue inéluctable par l'accumulation d'une centaine de témoignages. Opening statements begin today in Harvey Weinstein's New York trial more than 2 years after he was first accused in a case that fueled the Me Too movement. Quand les images de l'affaire Weinstein sont sorties, on a été frappé par les similitudes entre cette affaire et celle du Sofitel. Il y a les mêmes décors, puisque l'affaire Weinstein a été jugée en partie au tribunal de New York. Il a été incarcéré à Rikers aussi. Good morning. Can you hear me? Il y a les mêmes personnages, avec le procureur Cyrus Vance, le bail bondsman Ira Judelson, et bien sûr les avocats, Ben Brafman côté Weinstein et Douglas Wigdor du côté des victimes. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux affaires. Weinstein est tombé après la sortie de 2 longs articles de presse, dans lesquels plusieurs victimes témoignaient, alors que DSK est arrêté le 14 mai 2011 par la police américaine et il n'y a pas eu d'enquête journalistique préalable, et pas d'autres témoignages de victimes présumées. L'actrice Rose McGowan affirme avoir été violée par le producteur. Elle avait à l'époque accepté un chèque de 90 000 € pour se taire. Mais aujourd'hui, tout le monde semble vouloir rompre le silence. En octobre 2017, un an après l'affaire Baupin, le New York Times puis le New Yorker révèlent que Harvey Weinstein
a acheté le silence de dizaines de femmes après les avoir agressées sexuellement. Comme Lénaïque Bredoux avec l'affaire Baupin, les articles ne reposent pas sur une seule source, mais sur une multiplicité de témoignages simultanés. Le 15 octobre 2017, l'actrice Alyssa Milano utilise Twitter pour poster le message qui va tout changer. Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet. Le hashtag MeToo sera repris plus de 50 millions de fois. Moi aussi, j'ai été harcelée sexuellement. Et je pense qu'il est temps de dire clairement que nous ne devrions pas avoir honte. Ce sont ceux qui nous harcèlent qui devraient avoir honte. L'onde de choc s'est propagée dans le monde entier. En France, en Suède, au Royaume-Uni, mais aussi plus surprenant en Turquie, en Amérique du Sud et en Afrique. La parole s'est libérée sur les réseaux sociaux jusqu'à renverser des hommes que l'on pensait intouchables. Tout ce mouvement, ça touche, je pense, des millions, des milliards en fait de familles en France et partout dans le monde. Et c'est quand même fou qu'il y ait un mouvement qui se déroule sur toute la planète. MeToo existe partout sur la planète. Donc ça, c'est quand même vraiment assez rare dans l'histoire de l'humanité en réalité. Me voilà, Avenue of the Americas, 6e avenue, Midtown Manhattan, la rue du Sofitel. 12 ans après, je retourne au Sofitel. Des gratte-ciel, des taxis jaunes, une odeur de cannabis qui flotte un peu partout. Ça, c'est nouveau, c'était pas comme ça avant. Je vais aller voir si derrière l'hôtel, il n'y a pas une porte de service. Alors voilà. Là, je vois une plaque Accor et je vois Ambassador Entrance. Donc, ça doit être l'entrée de derrière. C'est fou. Je suis jamais allée de ce côté-là. Du coup, on est sur la 45e rue derrière l'hôtel. Et juste avec la porte battante ouverte, je reconnais les images de vidéosurveillance. Celles sur lesquelles on voit Nafissatou qui parle au chef de la sécurité de l'hôtel. Je vais essayer de voir si j'arrive à parler aux gens, mais je vais poser le micro parce que je vais leur faire peur là. Hi. You don't sell coffee by yourself. J'ai pu parler à l'actuel directeur de la sécurité du Sofitel. Il me dit qu'aujourd'hui, toutes les femmes de chambre sont équipées d'un boîtier électronique géolocalisé, avec un bouton sur lequel elles peuvent appuyer pour déclencher une alarme si jamais elles sont agressées. Cela faisait partie des revendications des femmes de chambre lors de la première audience de l'affaire DSK, en juin 2011, lorsqu'elles criaient « Shame on you » à la foule. L'affaire DSK aura permis au moins cela, d'ouvrir les yeux sur les comportements prédateurs auxquels ces femmes doivent faire face au quotidien. Cette amélioration des conditions de travail des femmes de chambre, Nafissatou Diallo n'en a pas connaissance. Après l'affaire, elle n'a pas repris son ancien métier. Elle a essayé de refaire sa vie, tout en restant dans le quartier du Bronx. Dans son livre, elle raconte. Une fois mon règlement civil conclu, les gens ont commencé à me traiter comme si j'avais gagné au loto. Des gens qui avaient obtenu mon numéro de téléphone m'appelaient d'Afrique, d'Europe et d'ici en Amérique pour me demander de l'argent. On me demandait d'investir dans des business, de souscrire à des polices d'assurance, d'acheter des voitures ou des animaux exotiques, et j'en passe. J'avais développé une peur persistante des gens. Chaque fois que quelqu'un que je ne connaissais pas me disait simplement bonjour, je paniquais, pensant qu'il voulait me faire du mal. Je me sentais poursuivie par tous les hommes que je croisais. J'avais l'impression qu'ils venaient me traquer, puis qu'ils allaient me massacrer comme si j'étais un animal. Pendant que Nafissatou Diallo vivait ces années difficiles, on a vu le nom de Dominique Strauss-Kahn sortir ici et là. Il n'a pas changé, flegmatique, humour pince sans rire. Je sais qu'il n'y a jamais eu de bonne. Dominique Strauss-Kahn endosse son habit d'expert. Ancien patron du FMI, il est invité par ses quelques sénateurs à parler de la lutte contre l'évasion fiscale. Dominique Strauss-Kahn vit aujourd'hui au Maroc. Dans les articles sur les Pandora Papers, on apprend qu'il est résident fiscal dans le royaume depuis 2013 et qu'il vit dans un riad à Marrakech. Il gagnerait 800 000 € par an en conseillant des gouvernements, notamment sur leurs relations avec le FMI. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes en direct de Marrakech parce que vous y vivez maintenant quasiment toute l'année derrière. Plus récemment, on l'a aperçu à l'occasion du tremblement de terre qui a touché la région. En septembre 2023,
en duplex sur BFM TV. On essaye d'aider à la relation principalement entre les mères et les enfants, la protection de la mère et des enfants dans les zones rurales. Et là, on s'est mobilisé évidemment pour aider les zones sinistrées. Donc on a par exemple des vivres, de l'eau, du lait notamment pour les enfants. L'avocat Douglas Wigdor nous a donné des nouvelles récentes de sa cliente, Nafissatou Diallo. Il dit qu'elle a enfin trouvé une forme d'apaisement, et l'écriture de son livre y a sans doute contribué. Elle a livré son témoignage. Sa parole existe. Et même si elle n'est pas diffusée partout, ceux qui veulent l'écouter peuvent la trouver. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec ce podcast. Porter sa voix juste un peu plus loin. Le jour où ma fille a obtenu son diplôme à la fin du lycée a été le jour où j'ai été le plus fière de toute ma vie. J'avais travaillé si dur pour voir ce jour arriver. Travailler pour Hawa et son mari, travailler dans le salon de tressage de cheveux africain à la grande déception de mon père, travailler dans des restaurants, puis au Sofitel, tout ça avait finalement payé. J'espérais que mon cher père Baba nous regardait depuis là-haut en souriant alors qu'Amina traversait la scène avec la coiffe carrée des diplômés et sa grande robe violette et dorée. Amina s'est assimilée beaucoup plus vite que moi à la vie américaine. Elle parlait couramment anglais et connaissait bien mieux la culture, non seulement des États-Unis, mais aussi de New York, que je ne pourrais jamais espérer connaître. Pour moi, cela signifiait que ma fille était intrépide. Elle ne faisait pas confiance aux gens, mais elle faisait preuve d'une confiance en elle inébranlable que j'admirais. Après avoir obtenu son diplôme, Amina s'est inscrite à l'université et m'a fait savoir qu'elle n'était en aucun cas prête à se marier. Chez nous, en Guinée, une fille de l'âge d'Amina serait considérée comme une vieille fille si elle n'était pas mariée à l'âge de 18 ans. Les Peuls considèrent qu'une femme est complète lorsqu'elle est mariée. Mais Amina a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas prendre cette voie. Pas tant qu'elle était si jeune. Elle avait jeté son dévolu sur la justice pénale et la faculté de droit. « Veux-tu aller à la faculté de droit pour aider les gens comme moi ?» lui ai-je demandé alors qu'on déjeunait toutes les deux. Elle m'a répondu. Elle a dit « oui ». Shame on You est un podcast imaginé et écrit par Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Réalisation, musique originale, Théo Boulanger. Une coproduction Studio Fact Audio. Immense merci à Camille Juzo pour l'accompagnement éditorial et artistique et à Chloé Tavitian pour le développement et la diffusion de la série. Graphisme, Violaine Avez. Communication et relations presse, Anne-Fleur Anderly et Gaëlle Job. Merci aux personnes qui ont accepté de nous confier leurs paroles. Maud Beckers, Melissa Jackson, Ira Judelson, Christophe Rocancourt, Aurélie Filippetti, Valérie Ray-Robert, Cécile Duflo, Fiona Texer, Janan Fischer, Tom McGeveran, Bo Dittle, Douglas Wigdor, Ben Brafman, Ed Epstein, René Georges Kerry, Olivier O'Mahony, Mohamed Saliou Camara, Régis Geoffrey, Matthews Galuzo, Olivier Bluch, Yann Robertson, Tanara Burke et Lénaïgue Bredou. Merci aussi à Chloé Hainaut et Thibaut de Saint-Maurice.
Tu crois qu'elle penserait quoi, Nafissatou Diallo, si elle écoutait notre podcast? J'en sais rien. Oh, pour le coup, alors là, moi, je me permettrais pas d'imaginer ce qu'elle peut penser parce que... Il faut pas parler à sa place, non, c'est certain. Non, mais tu lui demanderais quoi? Déjà, je voudrais vraiment lui dire pardon, quoi. Mais alors que j'ai pas une responsabilité personnelle dans cette histoire, je pense, mais... Tu vois, les moments de son livre où elle parle des journalistes qui sont derrière sa porte et qui sonnent et tout. Alors moi, j'ai pas sonné, mais j'étais dans le couloir quand d'autres gens l'ont fait, donc j'ai l'impression qu'elle parle de moi, quoi. Merci aussi à tous ceux qui ont prêté leur voix ou participé au doublage. Laurie Galigani, Anne Lamotte, Anthony Piton, Julien Piot, Maxime Genévrier, Malo Delarue, David Thompson, Sébastien Paour, Fernande Vantetz, Jean-Baptiste Renaud, Damien Anthony, Sophie Guibert, Julien Cernobori, Claire Chauvoy, Aurélien Stavy, Katerina Carrère. Merci au studio PNT Knitwear à New York et à Serge Rodriguez. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et vos soutiens sur les réseaux sociaux. Et merci à nos proches qui nous ont soutenus pendant ce travail au long cours et qui se reconnaîtront. Les sons extraits des rushs entendus dans Shame on You ont été mis gracieusement à disposition des autrices pour ce podcast et sont extraits du fonds d'archives de l'agence Keeping News à New York. Un grand merci à eux.